Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention et surtout heureux de vous retrouver après un mois de congé bien mérité. Place désormais à ce qui fait l'essentiel de l'actualité avec les titres à la une de cette édition. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu hier mardi 22 mars 2022 au palais de la présidence de la République avec le président de l'UDPCI, Albert Ouaques Mabry. Albert Ouaques Mabry s'est réjoui des échanges fructueux avec le chef de l'État et a réitéré sa volonté de contribuer à la préservation du climat de paix dans notre pays. Dans un instant, des précisions de Viviane Haïm. L'Union africaine a lancé à Abidjan un régime d'indemnisation des personnes vaccinées contre la Covid-19 présentant des effets secondaires graves. Ce régime d'indemnisation dénommé AVAT se fixe pour objectif de soutenir l'administration à grande échelle du vaccin Covid en Afrique. 41 pays d'Afrique et des Caraïbes sont concernés. Les autres pays sont exhortés à y adhérer. Et puis, dans l'actualité internationale au Burkina Faso, hier mardi s'est tenue la première réunion de l'Assemblée législative de transition. Le président de l'Assemblée législative de transition est connu, son nom Aboubacar Togoyeni. Il aura pour mission de conduire les débats au sein de l'hémicycle burkinabé. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous. Direction tout de suite le palais présidentiel où le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu hier mardi 22 mars 2022, nous le disions à l'instant, avec le président de l'UDPCI, Albert Ouaques Mabry. Un entretien qui s'inscrit dans le cadre des recommandations du dialogue politique initié par le chef de l'État pour le renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Le récit de Viviane Haïm. Dans le cadre de la décrispation de la vie sociopolitique nationale, le président de l'UDPCI, Albert Mabry Ouaques, a été reçu ce mardi 22 mars pour un entretien au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai été heureux d'être reçu en audience par le président de la République ce jour. Je voudrais dire que dans l'élan de la fin de la dernière session du dialogue politique, des rencontres avaient été recommandées. Et évidemment, pour ce qui me concerne ce jour, c'était des retrouvailles avec le président de la République. Vous savez la qualité, la durée de ma collaboration avec le président de la République. Donc nous avons évoqué quelques souvenirs, mais pour l'essentiel, nous avons donc parlé de la Côte d'Ivoire, de la paix. Il m'a rappelé son attachement à la cohésion et à la paix et son souhait de voir qu'avec tous les acteurs politiques, ce chantier soit un chantier prioritaire pour l'ensemble des Ivoiriens. Je lui ai également dit tout mon intérêt. Nous avons évoqué quelques points particuliers, notamment les recommandations du dialogue politique relativement à la CEI, à une préoccupation particulière de l'UDPCI concernant le général Robert Gueye. Nous avons également parlé de tout ce qui pourrait contribuer au développement local, puisque je suis certes chef de parti, mais également président de région. Donc, le président nous a conseillé aussi la cohésion entre les cadres de cette région afin que le développement soit possible. Nous avons donc eu des échanges fructueux, nous avons convenu de nous revoir et nous poursuivrons ces échanges-là pour la paix, pour la cohésion et pour la Côte d'Ivoire. Membre fondateur de la coalition politique RHDP créée le 18 mai 2005, le bureau politique de l'UDPCI a décidé son retrait du RHDP le 2 août 2020. Et voilà, quittons Abidjan pour la capitale française. Si vous ne le saviez pas, l'élevage serait la vitrine de l'agriculture française. Plus de la moitié des terres agricoles du pays sont réservées à l'élevage, dont les fruits représentent 36% de la production agricole totale. C'est ce que nous apprend notre reporter Jean-Louis Gbangbo, qui a séjourné dans la capitale française où il prenait part au Salon international de l'agriculture de Paris. Il nous apprend également que les pays participant à cet événement, comme la Côte d'Ivoire, ont saisi cette occasion pour s'imprégner de ce modèle de réussite en vue de changer le destin de leur élevage. Reportage. Des animaux à admirer, des produits à savourer, des éleveurs et producteurs à rencontrer. La 58e édition du Salon international de l'agriculture de Paris n'aura pas dérogé à la règle. Le parc des expositions à la porte de Versailles a été la plus grande ferme de France pendant une dizaine de jours. L'élevage et ses dérivés, les principales attractions. Comme Neige, l'égérie du salon.
Cette vache de la race Abondance et son éleveur ont été la star et le visage du Salon de l'agriculture. Les races sont choisies par le salon. Chaque année, il y a une nouvelle race qui est choisie. Ensuite, la race choisit un éleveur. Comme c'est le cas depuis plusieurs éditions, c'est l'élevage qui est mis en avant au cours de cet événement. En étant vache égérie du salon, je suis aussi le porte-parole de tous les agriculteurs de la France. Cette représentativité de l'élevage au Salon de l'agriculture de Paris témoigne de la place qu'occupe ce secteur dans le pays. Avec 146 000 km², les terres dédiées à l'élevage bovin, ovin et caprin représentent près de la moitié de la surface agricole nationale. La France détient ainsi le premier cheptel de l'Union européenne. Un succès derrière lequel se cache une histoire et une volonté politique. L'industrialisation dans les années 50, 60, 70, 80 a été un problème pour nos races. Parce qu'on a tous voulu aller sur des races faciles à adapter, qu'on pouvait concentrer, qui avaient plus de marketing. Et on a négligé un petit peu, on a laissé tomber certaines races petites qui étaient bien adaptées à certains écosystèmes. Et a été mis en place par le ministère de l'Agriculture dans les années 80 un programme de sauvegarde des petites races qui existe toujours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sauvegardé presque une quinzaine de petites races françaises et on a fait la même chose dans les chèvres et on fait la même chose dans le mouton. Entre autres races bovines qui font aujourd'hui le succès de l'élevage français, Holstein, Aubrac, Limousin, Abondance, Montbéliarde et surtout Charolaise, omniprésente au Salon de Paris. C'est la première race en France et dans le monde. C'est une race à viande très rustique qui s'adapte partout dans les pays chauds et les pays froids. En France, l'échelle des fermes est plus familiale. L'agriculture reste en grande partie un métier qui se transmet de père en fils. Mais aujourd'hui, on retrouve de plus en plus de femmes chefs d'exploitation, comme Lise Chastain, gérante d'une exploitation d'une soixantaine de vaches au Aubrac. On peut mettre longtemps pour mettre au point un troupeau avec une génétique assez lissée, on va dire, mais il faut bien compter entre 5 et 10 ans. Ça peut monter vite quand on fait les bons choix. Célia Bonabri, elle, participe à son premier salon avec Olympique, un taureau reproducteur charolais d'une tonne et demie. C'est ce qui me tient à cœur, le travail de la terre, faire pousser du blé, nourrir des animaux, les faire vivre. On est agriculteur donc on a 90 vaches de cette race charolaise à la maison et aussi 90 vaches pour la production laitière. Le métier d'éleveur se féminise et s'ouvre à de nouveaux publics. Il évolue rapidement avec l'utilisation de nouvelles technologies que les lycées agricoles se chargent d'inculquer aux plus jeunes. La formation constitue en effet un des secrets de la réussite de l'élevage en France. C'est pourquoi il lui est consacré une place de choix au salon. On participe au trophée international de l'enseignement agricole, donc où on met en concurrence tous les lycées agricoles de France. Ça met en valeur notre région, notre établissement où on se forme tous les jours pour apprendre notre métier. Une chose est de se doter d'une politique d'élevage durable, une autre est de garantir une absorption des produits de cet élevage à travers l'exportation et la consommation locale. Le fromage reste l'un des symboles de la diversification des produits d'élevage qui accroît, entre autres, le niveau de consommation. Fabriqué à base de lait de vache, de chèvre ou de brebis. Au Salon de l'agriculture, ce sont des centaines de variétés de fromages qui sont représentées. Notre Roquefort est fabriqué qu'avec nos brebis de race Laconne et on le retrouve dans le monde entier. En France, il existe plus d'un millier de variétés de fromages, tellement différentes les unes des autres que des ateliers de dégustation sont organisés pour en faire la découverte. Des découvertes qui se font très souvent en famille. Les 9 jours que dure le Salon international de l'agriculture sont totalement insuffisants pour faire le tour de l'immense richesse de l'élevage français. 25 500 milliards de chiffre d'affaires pour les industries agroalimentaires de transformation. Une richesse qui n'empêche pas le pays de faire la promotion de ce secteur chaque année. La Côte d'Ivoire est l'un des participants les plus assidus à cet événement. Notre pays voudrait en effet s'inspirer de ce modèle de réussite et rendre son élevage moins dépendant des pays voisins.
Et retour à Abidjan, toujours dans les sillons de l'agriculture. Comment réduire la mauvaise qualité des 30% de fèves de cacao qui sont rejetées par les chocolatiers? C'est à cette problématique que tente de répondre le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Des réflexions ont été engagées dans ce sens au cours d'un déjeuner. Objectif à long terme, vulgariser la recherche engagée dans ce domaine par les chercheurs locaux. Théodore Zouzou, Franck Quadio. Améliorer la qualité de la fève marchande du cacao et apporter une plus-value aux producteurs ainsi qu'à la Côte d'Ivoire. C'est à cela que réfléchissent les scientifiques, le Conseil du café cacao, les structures de recherche et de formation agricole au cours d'échanges sur l'innovation. Une initiative du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI. Au niveau de nos partenaires occidentaux, notamment européens, il y a de plus en plus donc, des préoccupations en termes d'impact de la cacaoculture sur l'environnement dans notre pays. Nous voulons également anticiper ou voir dans quelle mesure on peut faire de la cacaoculture tout en préservant la qualité de notre environnement dans notre pays. Des panels autour de l'approche biotechnologique pour l'amélioration des fèves et de l'impact de la mauvaise qualité des fèves sur l'économie ivoirienne. La mauvaise fermentation de la fève fait que la Côte d'Ivoire, premier producteur avec 2 millions de tonnes, ne figure pas parmi les 17 meilleurs producteurs mondiaux de qualité aux normes des chocolatiers. La maîtrise de la fermentation nous permet d'éviter les énormes pertes dues à la décote des fèves. Nous allons dans un sens où nous voulons vraiment simplifier les choses de telle sorte que les parents paysans puissent utiliser les starters dans un conditionnement adéquat et simple. Quand vous faites une récolte, vous devez aller à la fermentation, vous devez obtenir une qualité équivalente qui répond au cahier de charges du chocolatier. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons un cacao qui a une texture, qui a une robe, qui a une acidité, qui a une certaine amertume, qui fait de lui un cacao corsé, donc un cacao recherché. Le progrès pour chacun et l'émergence du pays ne peuvent passer que par la transformation, mais surtout par une meilleure qualité de la fève. Le FONSTI s'engage alors à financer les recherches allant dans ce sens. Dans la région du Hambol, précisément à Niakara, les acheteurs véreux de l'anacarde sont traqués jusque dans leur dernier retranchement. Une action initiée par le comité d'éveil composé du corps préfectoral et des forces de l'ordre. Objectif débusquer des artères de la ville, ces acheteurs qui ne respectent pas les mesures en vigueur. Une action qui a permis la saisie de balances et la fermeture de plusieurs magasins illégaux. C'est ce que nous dit Soro Corona. Le corps préfectoral, les forces de défense et de sécurité, les membres du conseil du coton et de l'anacarde dans les rues de Niakara. Ce sont les membres du conseil d'éveil de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Ils sont à la recherche des acheteurs d'anacarde non agréés. Juste une heure de contrôle pour débusquer plusieurs acheteurs véreux qui mettent à mal la campagne. Plusieurs magasins fermés et des balances ramassées. Des pratiques récurrentes ces dernières années. L'achat de produits agricoles est soumis à agrément, comme le dit bien les tests. Et donc, nous n'allons pas faire de cadeau à un boutiquier, un mécanicien qui va s'installer à un coin ou recoin d'une zone pour faire des achats. Ça, nous n'allons pas pardonner cela. Cette pratique constitue la principale raison de la mauvaise qualité de l'anacarde. Les acheteurs sur les routes, nous n'en voulons plus. Pour avoir des produits de meilleure qualité, il doit être séché, bien trié et puis être vendu dans un magasin, pas sur la route. Si nous arrivons à maîtriser ce système, nous verrons que notre qualité va s'améliorer. Si le producteur vient du champ qu'il n'y a pas d'acheteur sur la route, il ne va pas vendre sa production. Les acheteurs aussi doivent faire la rétention du payer du produit humide pour éviter aussi de faire des pertes. Parce que quand il paye le produit humide, il ne peut pas aller livrer directement à son patron sans avoir séché. Des dispositions réglementaires et des sanctions sont prévues pour décourager ces acheteurs illégaux. Avec cette pratique, il sera difficile pour nous d'atteindre nos objectifs en termes de qualité. Ils peuvent courir une amende de 1 à 50 millions et ils peuvent même être passifs de poursuites judiciaires. Avant cette traque, les comités d'éveil de Kachula et de Niakara se sont retrouvés pour faire le bilan de la campagne écoulée. Bilan jugé positif, vu la quantité et la qualité de la production. La région du Hambol est la deuxième zone de production de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, derrière le Béré. Le Hambol a produit 117 000 tonnes d'anacarde l'année passée.
Les acheteurs véreux de l'anacarde sont donc avertis et en attendant un autre coup de filet du même genre, intéressons-nous à cette nouvelle application lancée par le ministère des Transports, application qui devrait permettre d'améliorer la stratégie de mobilité des populations dans le Grand Abidjan. Des cartes schématiques joueront également le rôle de boussole afin de permettre aux usagers de disposer d'informations utiles tout au long de leur itinéraire. Voyons tout cela avec Grace Kando. Les cartes schématiques des transports d'Abidjan et l'application Amouga Mon Trajet permettent de donner la bonne information à l'usager sur les possibilités de transport en commun à Abidjan. Ce sont des modes de transport qui ont des arrêts bien définis. Et à côté de cela, il y a une plateforme avec une application mobile pour le calcul d'itinéraire. Donc, ce sont des prémices pour le système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur, mais beaucoup plus volet information voyageur, qui permet de donner la possibilité aux usagers d'avoir toutes les combinaisons possibles pour se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Il s'agira pour nous de veiller à ce que cette application soit connue de tous, des chauffeurs, des usagers, pour que véritablement ce qui se passe en ce moment en termes de mésentente, en termes de choix approximatifs, puisse prendre fin. Et que quand quelqu'un sort de chez lui, cette personne-là puisse avoir librement le choix à faire sur le mode de transport et puisse aussi savoir le temps à mettre avant d'atteindre donc sa destination. 1500 autobus, environ 6000 mini-cars Ogbaka et 12 000 taxis communaux ou Woro selon le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine. Dans le Grand Abidjan, plus de 80% de personnes en mobilité utilisent ces différents moyens. Dans le cadre de l'amélioration continue de la mobilité dans le Grand Abidjan, on a deux approches. La première approche, c'est d'augmenter l'offre de transport. Qui aujourd'hui, bien sûr, l'État a fait de gros efforts pour que le parc de la Sotra soit amélioré. Mais en même temps, nous continuons à travers les grands projets, le métro qui va arriver, le BRT qui va arriver sur certains axes. Tout ça, c'est pour améliorer l'offre de transport. L'autre approche, c'est d'utiliser les TIC pour améliorer aussi l'accès au système de transport existant. La rencontre a été marquée par une remise de cartes schématiques des transports à Abidjan. Un reportage signé Grace Kando à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 22 mars 2022 à 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 1599 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, 11 guéris et 0 décès. À la date du 22 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 671 cas confirmés, donc 80 840 personnes guéries, 796 décès et 26 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 459 250. Le 21 mars, 10 443 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 609 762 000 doses du 1er mars 2021 au 21 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et rappelons que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire et comme tout type de vaccins, des effets secondaires peuvent être enregistrés. À cet effet, l'Union africaine a lancé hier mardi à Abidjan un régime d'indemnisation des personnes vaccinées présentant des effets secondaires graves. Ce régime d'indemnisation dénommé AVAD se fixe pour objectif de soutenir l'administration à grande échelle du vaccin Covid en Afrique. 41 pays d'Afrique et des Caraïbes sont concernés. Les autres pays sont exhortés à y adhérer. On en sait plus avec Didier Nguessan. Les personnes vaccinées contre la COVID-19 et ayant connu des effets secondaires graves liés au vaccin pourront être désormais indemnisées. Cette initiative de l'Union africaine, lancée en octobre 2021, offre aux vaccinés éligibles une indemnité forfaitaire. Il s'applique à tous les vaccins achetés ou distribués dans le cadre de l'initiative AVAT, qui est une centrale d'achat de vaccins de l'Union africaine. It is for the COVID-19. Le plan de compensation doit s'appliquer au virus de Covid, donc tout ce qui est lié au virus de Covid. Mais en février, au niveau de l'Union africaine, on a décidé de mettre en place un mécanisme d'institutionnalisation, de sorte que ce mécanisme étant mis en place, d'autres maladies peuvent être désignées pour être concernées par ce mécanisme.
Le processus de prise en charge se fait en 3 étapes. D'abord, l'attente de 30 jours de carence. Ensuite, l'enregistrement dans son centre de vaccination ou sur le site internet de Avad pour vérifier les effets secondaires. Enfin, l'évaluation pour définir la compensation à payer ou pas. Les demandes rejetées peuvent faire l'objet d'appels. Cette initiative va contribuer à rassurer les populations qui doivent savoir que se faire vacciner est une bonne chose pour se protéger, mais de savoir également que si d'aventure quelques effets indésirables survenaient, il y a un mécanisme, quelque chose qui est là pour leur prise en charge. 41 pays africains et des Caraïbes ont adhéré au système d'indemnisation. Parlons à présent d'électrification rurale. L'électricité a chassé les ténèbres qui ont depuis toujours régné en maître sur le village de Nangbele-Ka, village situé dans la sous-préfecture de Siemporgo, dans le département de Boundiali. Il est désormais connecté au réseau électrique national. Ce village de plus de 600 habitants sort de l'obscurité grâce à la politique d'électrification de tous les villages peuplés d'au moins 500 âmes. Et c'est le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Koulibaly, qui a procédé à la mise sous tension de Nangbele-Ka. Soro Corona. Initiée depuis 2012 par le gouvernement ivoirien, la politique d'électrification des villages peuplés d'au moins 500 habitants continue. Ce programme est à la base de l'expression de joie des populations de Nangbele-Ka. Ce village du département de Boundiali voit un rêve vieux de plusieurs décennies devenu réalité. C'est l'électricité qui envoie le développement. C'est ça qui permet aux élèves d'apprendre à lire et à écrire. Ça permet à tout le monde de regarder la télévision, ce qui se passe à Abidjan. La connexion officielle de Nangbele-Ka au réseau électrique national a donné lieu à une fête. Occasion pour les élus et cadres de dresser le bilan de toutes les actions de développement réalisées dans la région de la Bagoui. Plus qu'un outil de développement, l'électricité est aujourd'hui une source de création d'activités génératrices de revenus. Jusqu'à l'avènement du président Alassane, nous pouvons le confirmer, l'affirmer, il n'y avait que 30 villages sur les 162 de la Bagoui. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 100%. Nangbele-Ka aujourd'hui électrifié, qui l'aurait cru. Un petit village au fin fond de la savane retrouve aujourd'hui le sourire et la lumière grâce au président Alassane Ouattara. Nous voudrons profiter de l'occasion pour lui dire merci. Présent à cette cérémonie de mise sous tension, le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Koulibaly, appelle les populations au rassemblement et à la paix. La paix, la cohésion, l'union, ce sont des préalables à tout développement. Dans la division, rien n'est possible, mais on doit s'entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est ensemble travailler pour l'amélioration des conditions de vie de nos parents. Avec une dizaine de villages électrifiés avant 2011, la région de la Bagoui a un taux d'électrification de plus de 95%. Et pendant que l'on célèbre la lumière à Nangbele-Ka, la Côte d'Ivoire continue de se préparer pour la CAN 2023. La fièvre du football, on le sait, montera d'un cran en 2023. Ici en Côte d'Ivoire, notre pays accueille cette compétition. Comment avance la construction des infrastructures sportives censées accueillir l'événement? Pour le savoir, Albert-François Amichia, président du COCAN, s'est rendu à Yamoussoukro pour une visite de ces infrastructures. Avec lui, des chefs de projet du COCAN, coachés par Vivendi Sport. Le reportage de Seydou Koulibaly. La CAN 2023 approche à grands pas et le COCAN, dirigé de main de maître par le ministre François-Albert Amichia, met les bouchées doubles pour être fin prêt le jour J. C'est dans ce cadre qu'une mission du COCAN s'est rendue dans la capitale politique pour prendre contact avec le stade de Yamoussoukro, à 98% achevé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi permanent des travaux des infrastructures de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En effet, la conformité du stade de Yamoussoukro et l'évolution générale des travaux depuis sa dernière visite en septembre 2021 ont été les points clés de la mission du président François-Albert Amichia. Nous avons travaillé sur une phase de conception au niveau du siège du COCAN où nous avons formé des chefs de projet, des assistants chefs de projet, des chargés d'études. Et aujourd'hui, nous entrons dans la phase préopérationnelle. Il était important que ceux qui ont été formés au niveau théorique viennent maintenant s'imprégner du stade lui-même, du lieu de l'événement. Que chacun, en matière de protocole, d'accueil, de sécurité, de santé, d'organisation de matchs, d'accueil des VIP, VVIP, visualise sur le terrain l'espace de sa compétence. Un exercice important et un exercice qui sera renouvelé périodiquement.
nous avons les jeunes gens qui seront appelés demain à encadrer cette compétition et qui, au-delà de la compétition, deviendront des experts d'événements sportifs. Mais dans le cas d'espèce, il était important qu'ils se rendent ici même à Yamoussoukro. Pour les chefs de projet du COCAN 2023 et leurs assistants, il s'est agi de leur toute première visite de site. Ce fut également pour eux l'occasion de se familiariser avec les différents espaces dans lesquels ils devront évoluer les mois à venir et préparer au mieux la compétition. Repartis en différents groupes, la cinquantaine de membres de différentes commissions ont travaillé en atelier dans la mise en pratique de la formation théorique reçue. Dans le cadre de l'organisation d'un événement sportif international comme celui-ci, vous avez un ensemble de fonctions support qui partent des accréditations, de la gestion du public, de la compétition. Donc nous avons recruté, avec le COCAN, nous avons recruté un certain nombre de jeunes hommes et jeunes femmes que nous formons depuis justement au métier de l'organisation d'un grand événement sportif. Il y a eu la partie théorique qui s'est tenue dans les locaux du COCAN depuis maintenant plusieurs mois, où on les a familiarisés avec justement leur mission, les tâches qui seront les leurs, ces différents chefs de projet et chargés de mission. Aujourd'hui, on bascule dans ce qu'on appelle la phase pré-opérationnelle où ils viennent sur site commencer, à se familiariser avec ce qui sera leur site d'opération dans le cadre de la compétition, mais aussi voir de façon très pratique, très technique, comment est-ce qu'ils vont mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils vont apprendre encore durant les mois qui suivent. Cette visite du ministre François Albert Amichia sur le site de Yamoussoukro a été l'occasion pour lui de s'imprégner des réalités du terrain. Les différents chefs de projet, leurs assistants et l'équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage Vivendi Sport vont poursuivre cette expérience sur tous les sites de la CAN 2023. Et puis toujours en sport, cette information qui touche le tennis féminin mondial. La numéro 1 mondiale de tennis féminin, Ashleigh Barty, annonce sa retraite. Une annonce faite ce mercredi à seulement 25 ans. Elle déclare avoir réalisé ses rêves et être absolument épuisée. Elle prend ainsi la décision de ranger définitivement sa raquette de tennis. Côté palmarès, notons qu'au sommet du classement WTA depuis septembre 2019, Barty a remporté dans sa carrière 15 titres en simple, dont 3 en Grand Chelem, Roland Garros 2019, Wimbledon 2021, Open d'Australie 2022. Elle était devenue en janvier la première Australienne en 44 ans à s'imposer à Melbourne, rejoignant le club fermé des joueuses sacrées, un Grand Chelem sur 3 surfaces différentes. Dans l'actualité également, cette page noire, madame, monsieur, la grande famille des artistes musiciens est en deuil, le Zouglou est en deuil, Jean-Roger Adam ou encore Jimmy. Pour les intimes, lead vocal de la formation musicale Zouglou Maker s'est décédé dans la soirée d'hier, mardi 22 mars 2022, à la Pisam, des suites d'une crise d'asthme. Originaire de Tiassélé de par sa mère et d'Abingourou de par son père, Jean-Roger Adam laisse derrière lui une famille biologique, une épouse, des enfants ainsi que des confrères et conseillers artistes inconsolables. Et comme on le dit dans l'argot zougloutique, Jean-Roger Adam tua Zaïe, parent. Repose en paix, l'artiste. En religion, la dédicace du temple de la mission glorieuse du Christ en action a eu lieu dans la commune de Yopougon. C'était en présence du chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, qui représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Des prières ont été dites pour la Côte d'Ivoire, pour le chef de l'État et le gouvernement au cours de cette célébration qui a réuni la communauté évangélique. Patricia Omouetia. Plus de 500 croyants évangéliques se sont réunis pour prier pour la Côte d'Ivoire et pour l'unité des chrétiens au cours de cette dédicace du temple de la mission glorieuse du Christ en action. Je veux saluer son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, pour l'excellent travail qu'il fait sur le plan national. Naturellement, c'est parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous sommes dans un climat de paix qu'aujourd'hui on peut parler de célébration. Louanges et adoration ont conduit cette célébration marquée par la présence du représentant du chef de l'État du Collège de l'évêché évangélique de Côte d'Ivoire présidé par l'archevêque Kodiagui Vincent et le général de corps d'armée Joseph Mathias Lebailly. Le représentant du président de la République a été décoré pour son soutien et sa disponibilité à l'endroit du corps du Christ. Un don symbolique de 2 millions de francs CFA a été remis au président de la République pour traduire toute la reconnaissance de la communauté évangélique et l'encourager pour son engagement et ses actions de développement pour l'Église. Je rendrai compte très fidèlement au président de la République et je parie que nous nous retrouverons ici sûrement ou chez l'archevêque, son éminence, pour vous donner la réponse à l'acte que vous venez de poser aujourd'hui.
2002-2022, 20 ans que Jean Kinapé Fonkoné, évêque général de la mission glorieuse du Christ en action, sert le Seigneur. Ce temple, baptisé le Stadium de l'élévation, ici à Yopougon, accueille plus de 7000 fidèles avec des représentations dans d'autres communes d'Abidjan. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, hier mardi s'est tenue la première réunion de l'Assemblée législative de transition. Le président de l'Assemblée législative de transition est connu, son nom Aboubacar Togouyeni. Il aura pour mission de conduire les débats au sein de l'hémicycle burkinabé. Il a obtenu 59 voix sur les 70 votants face à 2 autres candidats et entend apporter sa contribution à l'œuvre de refondation annoncée par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Au programme donc de cette première réunion de l'Assemblée législative de transition, la validation des mandats des députés par acclamation et élection du président de la nouvelle Assemblée, professeur titulaire en sciences halieutiques de l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Aboubacar Togouyeni fait partie des 21 personnalités et bien distinguées par le chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba pour composer le Parlement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.